Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du format Consultons une œuvre. Aujourd'hui, on s'attaque à la saga Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, né en 1892 en Afrique du Sud, mais de nationalité britannique. Et on va commencer par parler des livres. On aurait même pu dire du livre, puisqu'il s'agit d'un seul livre, découpé en 3 volumes, pour d'obscures raisons de prix du papier au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et bon, on a déjà parlé de Game of Thrones et de Harry Potter, deux œuvres fortement inspirées du Seigneur des Anneaux, comme beaucoup d'autres. Autant dire qu'aujourd'hui, on remonte à une sorte de source. Plutôt que de faire une analyse complète du roman, ou de noter les innombrables différences que l'on peut trouver entre lui et les films de Peter Jackson, je vais plutôt m'arrêter sur 5 points. 5 choses que j'ai comprises avec Le Seigneur des Anneaux, les livres. Et ça commence tout de suite, juste après le générique. Il est parfois préférable de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Tolkien a rédigé ses premiers textes en rapport avec l'univers du Seigneur des Anneaux en 1917, à l'âge de 25 ans. Au final, de son vivant, il aura écrit 2 essais, 2 contes, un recueil de poèmes, une nouvelle et 2 romans. Ces 2 romans étant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, The Hobbit et Lord of the Rings, en version originale. Donc, en tout, quelque chose compris entre 2 et 3000 pages. 2 ou 3000 pages, c'est très peu. C'est l'équivalent d'une dizaine de petits livres de poche, ou de 2 gros volumes de Game of Thrones, ou encore une grosse moitié des Harry Potter. Pourtant, Tolkien a écrit toute sa vie, jusqu'à son décès, en 1973, ce qui fait donc une 60aine d'années d'écriture, soit même pas 50 pages par an, en moyenne. Il faut dire que Tolkien n'est pas un écrivain, il gagne sa vie autrement. Il est professeur universitaire, philologue, traducteur, linguiste. Ses écrits, ses romans, son univers, il les crée d'abord pour lui, dans son coin. Il revendique une démarche artistique, certes, mais écrire ne constitue pas son métier. D'ailleurs, son premier roman, The Hobbit, est publié en 1937, grâce à l'intervention et l'insistance d'une de ses anciennes étudiantes, qui a lu le manuscrit. Son second roman, Le Seigneur des Anneaux, est écrit sous l'insistance de son éditeur, qui le presse de créer une suite au Hobbit. Il met une petite quinzaine d'années à le faire. Et puis, en réalité, Tolkien a écrit beaucoup plus qu'il n'a publié. Beaucoup de poèmes, notamment au début, quelques essais, pas mal de bribes d'histoire, de nouvelles. De plus, l'homme est un perfectionniste, un acharné, qui touche et retouche ses histoires et son univers à l'infini, dans une recherche de cohérence, et le tout sans ordinateur. Au final, sa bibliographie est sommaire. Rien avant 1937 et la sortie du Hobbit, donc, il a alors 45 ans, puis 1954, pour la sortie du Seigneur des Anneaux. Une paire d'essais, de contes donc, et puis c'est tout. Le Silmarillion, auquel il travaille depuis 1917 et auquel il dédie pourtant les 20 dernières années de sa vie, n'est toujours pas terminé lorsqu'il décède en 1973. 56 ans de travail n'auront pas suffi. Il en faudra encore 4 à son fils pour pouvoir l'éditer en 1977 à titre posthume, tout comme Les Enfants de Durin en 2007. La quantité d'écrits publiés est donc très faible chez Tolkien, mais la qualité, excusez du peu, son œuvre est mythique, a connu un succès monumental, a inspiré des générations entières, est indémodable et constitue une pièce maîtresse de la littérature anglaise et mondiale. La quantité, c'est bien, mais la qualité, c'est mieux. Big up à Tolkien, à Anthony Burgess, à Alain Damasio et à quelques autres. 2. Il est possible de participer, avec ses petites mains, à la création d'un genre littéraire. Alors certes, Tolkien n'est pas l'inventeur de la fantasy. Il est considéré comme l'un des pères de la fantasy moderne, lui a donné ses lettres de noblesse, mais n'a rien inventé, à proprement parler. Il s'est lui-même beaucoup inspiré de contes et de légendes, de mythologie, de langue et de langage, de poèmes, de sa propre vie. Il a énormément lu, énormément étudié, notamment des textes très anciens. Sa principale inspiration est la Völsunga Saga, une épopée islandaise vieille d'environ un millénaire. Et il a souvent échangé avec d'autres écrivains et avec ses amis, aussi cultivés que lui. Mais au final, tout ceci étant dit, Tolkien a créé une œuvre originale, un univers clairement défini, à tous les niveaux, avec ses peuplades, sa faune, sa flore, sa géographie, son histoire, sa science, ses sociétés, ses codes, ses règles. Il n'a pas inventé un genre littéraire tout seul, avec ses petites mains. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Mais il a largement contribué à définir les bases de la fantasy moderne, et nous a livré un univers si riche, si complet, qu'il a permis d'aider à pérenniser les légendes nord-européennes qui le passionnaient tant, et à donner un sens, une direction, un terrain de jeu, ou juste un coup de pouce, à tant de lecteurs et d'artistes qui se sont à leur tour inspirés de sa créativité pour laisser s'exprimer la leur. 3. Il est possible de créer une mythologie, même si celle-ci est inspirée d'autres.
Comme on vient de le dire, Tolkien était un passionné de mythologie. Il s'est beaucoup inspiré, a beaucoup pioché pour créer son monde. Je vous parlais en introduction de revenir à la source, mais cette source provient elle-même d'autres sources avant elle. Il n'y a pas de source ultime. Il est difficile, peut-être impossible désormais, de créer quelque chose de totalement inédit, qui ne serait en rien lié à d'autres œuvres ou à des disciplines humaines déjà existantes. Mais cela ne signifie pas qu'il est impossible d'inventer, qu'il est impossible d'être original. C'est en combinant, en cherchant de nouvelles manières de faire, que l'on peut être original. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec la gastronomie. Il est difficile de trouver un ingrédient nouveau qui n'aurait jamais été utilisé par personne à la surface de cette planète. Mais il est possible de le cuisiner de manière originale, de le combiner avec d'autres ingrédients, avec d'autres techniques de cuisson, de cuisine, et d'obtenir un plat délicieux qui comblera vos hôtes. Ce parallèle fonctionne aussi avec la musique. Sur un piano, sur une guitare, toutes les notes, tous les accords ont déjà été joués. Et pourtant, il est encore possible de composer de la musique originale, passionnante, émouvante. Le nombre de mots de chaque langue est limité, mais les possibilités de les combiner pour obtenir des résultats différents sont, elles, illimitées. Et Tolkien, même en s'inspirant, a su créer sa propre mythologie. Une mythologie permettant de faire renaître des mythologies passées, anciennes, ayant parfois quasiment disparu de nos mémoires collectives. Mais aussi une mythologie moderne, personnelle, qui a permis à Tolkien de nous raconter de belles histoires au sein de son univers. 4. Les opinions personnelles d'un auteur sont dissociables du contenu de ses œuvres de fiction. Récemment s'est reposé le débat de la dissociation, ou non, entre l'artiste et son œuvre. Mais là, l'auteur, l'homme, n'a rien à se reprocher. Aucun de ses actes n'est répréhensible, et ses écrits ne sont pas des tribunes politiques. L'homme s'est également toujours dissocié de chacun des mouvements qui ont cherché à récupérer son œuvre et à lui attribuer un sens unique. Un petit peu comme les peuples de la Terre du Milieu, cherchant à s'attribuer l'anneau de pouvoir. Pourtant, Tolkien est un citoyen averti, cultivé, concerné, et possède des opinions personnelles, qu'il ne cache pas. Il est conservateur, attaché au principe de monarchie indirecte, mais se réclame aussi de l'anarchisme, dans le sens de l'abolition du contrôle sur la population. Ses désaccords politiques sont nombreux. Il s'est par exemple clairement prononcé contre l'impérialisme anglais, contre Staline, contre Hitler, et cela ne l'a pas empêché, dans Le Seigneur des Anneaux, de parler de rois, de dynasties, de sang pur, ou de monde qui change, qui évolue. C'est le principe même de la fiction. On peut s'en servir, via ses personnages, via sa narration, pour véhiculer des messages, des opinions, avec lesquelles on est d'accord en tant qu'auteur. Mais on n'y est pas tenu. On peut aussi véhiculer des messages, des opinions, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Tout comme on peut écrire des œuvres où on ne prend pas explicitement parti, ou on peut encore, tout simplement, raconter des histoires. C'est ce que Tolkien prétendait faire. On a de la chance, l'homme a beaucoup commenté ses œuvres. Pour lui, Le Seigneur des Anneaux est un conte de fées pour adultes. Il l'a écrit pour amuser, dans le sens noble du terme, à savoir pour être agréable à lire. On peut essayer d'y trouver des traces de racisme, de misogynie, de fascisme, d'écologisme, de ce que vous voulez en fait. Mais on peut aussi y voir une œuvre de fiction, plus ou moins inspirée de faits réels, qui raconte une histoire, une épopée, tout simplement. 5. L'anneau de pouvoir est plus, bien plus, qu'un simple MacGuffin. Révisons un mot, le MacGuffin. Le MacGuffin est un concept, une expression du monde du cinéma, popularisé par Alfred Hitchcock. Wikipédia en donne une définition tout à fait convenable. Le MacGuffin est un prétexte au développement d'un scénario. Il s'agit presque toujours d'un objet matériel qui demeure généralement mystérieux au cours de la diégèse, à savoir au cours de la narration de l'histoire, sa description étant vague et sans importance, et qui est de peu d'intérêt pour le spectateur. Ce sont souvent les antagonistes, les méchants, qui cherchent à mettre la main dessus, les protagonistes, les gentils, cherchant à les en empêcher ou à les prendre de vitesse. L'objet, ou le secret, n'est que rarement utilisé. Seule sa récupération a de l'importance. On peut citer comme exemple de MacGuffin célèbres l'Arche perdue, les Trois Pierres ou le Graal dans les Indiana Jones, les Pierres d'infinité dans les films Marvel, ou encore le sens de l'expression monde de merde dans La Classe américaine ou Rosebud dans Citizen Kane. L'anneau de pouvoir dans Le Seigneur des Anneaux est un MacGuffin, mais il représente tellement plus qu'un simple prétexte. J'ai toujours été fasciné par ce que cet objet, si petit, représente, par la portée de son évocation, par toutes ces choses, ces concepts qu'il cristallise, par la tentation qu'il représente pour chaque être vivant de l'univers de Tolkien et pour les êtres humains de notre vrai monde, dans la vraie vie. Il me fascine cet anneau. Et il me fait peur. Cette idée qu'en le récupérant, on devient quelqu'un d'autre, on prend de l'importance, on gagne en puissance, tout en vendant son âme au diable, en renonçant à son humanité, à sa nature profonde.
Elle me fait peur, cette soif de pouvoir de certains humains. Elle me fait peur, cette arme absolue de destruction massive, et en même temps si séduisante pour les esprits faibles que nous sommes. Je ne connais pas d'objet aussi intrigant, aussi évocateur, aussi chargé de sens, tout en étant aussi simple, j'oserais dire aussi dérisoire dans sa forme. Et j'imagine que je ne suis pas le seul écrivain à souhaiter, un jour, inventer un MacGuffin si puissant, si complexe, et surtout, si porteur de sens. En conclusion, j'ai envie de vous dire que Le Seigneur des Anneaux est un livre fondamental, un livre qui possède une place importante dans la littérature mondiale. Pour moi, ça a toujours été clair. Le Seigneur des Anneaux parle d'elfes, de nains, d'orques et de mondes magiques. Et en même temps, Le Seigneur des Anneaux ne parle pas d'elfes, de nains, d'orques et de mondes magiques. Ça pourrait se passer à l'époque romaine, de nos jours, ou dans 10 000 ans, dans une galaxie très lointaine, ça serait pareil. Le Seigneur des Anneaux parle aussi de nous, les humains, de nos valeurs, de nos faiblesses, de nos complexes, de nos psychés imparfaites, de la complexité de notre monde, de nos sociétés, de notre organisation, de nos systèmes, de leurs dangers. Il parle de nos choix, de courage et de lâcheté, de grandeur et de médiocrité, de combattre ou de collaborer, de fuir ou d'affronter ses peurs, de trahir ou de s'unir devant l'adversité, de s'ouvrir à d'autres, de se refermer sur soi-même, de vivre chacun avec nos armes, nos moyens, fussent-ils limités. Ça parle aussi d'espoir, d'amitié, d'amour, de force dans le collectif, de nos trajectoires individuelles et communes, de comment nous nous forgeons au contact d'événements parfois merveilleux et parfois traumatisants, comme la guerre. Oui, Le Seigneur des Anneaux est un livre qui parle d'elfes et de magie, et qui parle aussi de nous, de ce que nous sommes, ainsi qu'un livre qui s'amuse à nous raconter une histoire, une bonne histoire, tout simplement. Un livre a le droit de faire tout cela, et tant mieux si on en sort plus intelligent et plus inspiré qu'en y entrant. Allez, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine pour parler des films. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness, bind them. Bisous.